Magnum la radio, le podcast de la rédaction. En effet, Fred, bonjour à toi et bonjour à toutes et à tous. Ce midi, nous parlons politique locale avec notre invité Benoît Jourdain, maire d'Épinal depuis le 29 mars dernier. Natif d'Épinal, conseiller municipal depuis 1985, élu pour la première fois sur la liste de Philippe Séguin, adjoint en 1997, puis premier adjoint à partir de 2001. Vous avez été élu maire de la Cité des Images à l'issue d'une élection particulièrement disputée avec 39,93% des voix contre et 37,55% pour le maire sortant Patrick Nardin. Bonjour monsieur le maire et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors près de 3 mois après votre élection, quel regard portez-vous sur vos premiers pas à la tête de la ville ? Les premiers pas, c'est une découverte de pas mal de choses. J'ai beau être élu depuis plus de 40 ans, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la maîtrise de l'ensemble des sujets en cours. On a aussi découvert quelques sujets qu'on pensait bien avancés et qui sont plus qu'au point mort. Je pense notamment à la galerie Saint-Nicolas. On a eu quelques mauvaises surprises aussi d'un point de vue budgétaire. Et puis, il faut qu'on apprenne à travailler avec les services parce que depuis que j'ai quitté l'exécutif spinalien, c'est-à-dire depuis 2012-2014, il y a effectivement pas mal de têtes qui ont changé. Il y a une nouvelle organisation, donc il y a effectivement toute cette prise de fonction qui est nécessaire. Et puis j'ai beaucoup d'élus qui sont, un petit peu des novices en gestion de la collectivité locale. Donc il y a tout ce travail de découverte, d'appropriation, de réflexion aussi, parce qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui qu'on souhaite faire évoluer, eu égard à ce qu'on a découvert et ce sur quoi on travaille au quotidien. Vous parlez justement de découverte. Effectivement, lors du conseil municipal du 30 avril, vous avez évoqué un état des finances municipales que vous avez qualifié de déplorable. Qu'avez-vous découvert concrètement en arrivant aux responsabilités ? Alors, on ne va pas polémiquer éternellement sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a certaines dépenses sur l'exercice dernier qui n'auraient pas été rattachés. Ce qu'on appelle rattachés, c'est-à-dire que c'est des dépenses qui auraient dû être inscrites budgétairement en 2025 et qui ne sont pas. Ce qui nous oblige, par exemple, sur les fluides, à prévoir 14 années de fluides. 14 mois de fluide, là où il y en avait 10, 14 années, ça fait beaucoup, là où il y en avait 10 l'année dernière. Voilà, donc on avait effectivement un certain nombre de rattachements qui n'ont pas été faits. Au-delà de ça, je pense que la difficulté qu'on a trouvée, c'est une organisation qui était plus maîtrisée. Voilà, moi j'ai parlé d'armée mexicaine. Je trouve qu'effectivement, la mairie a continué à embaucher sans véritablement se poser la question des moyens dont elle disposait pour financer tous ces postes. Je ne dis pas qu'il y a des gens inutiles, je dis simplement aujourd'hui, on adapte son organisation à ses moyens financiers. Et j'ai l'impression que c'était quelque chose qui n'était plus fait ces derniers temps. On a effectivement... je donne ce chiffre qui est quand même significatif, c'est que le coût du personnel, de la masse salariale a augmenté 4 fois plus vite que l'inflation l'année dernière. Voilà, donc on avait une maîtrise insuffisante. Alors peut-être que ça peut se régler tout simplement en augmentant les impôts, mais dès lors que notre choix c'était de continuer à faire avancer cette ville sans recourir à la fiscalité, pour nous maintenant, la seule solution, c'est de faire des économies. Quand on sait le poids de la masse salariale sur le budget d'une ville, bien évidemment, pour nous, c'est une réorganisation des services qui est indispensable. Quand on parle de fluide, on parle bien sûr de tout ce qui est gaz, électricité, pour bien repréciser aux auditeurs quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas. Oui, c'est tout ce qui concourt au fonctionnement de la mairie au niveau énergie, au niveau de l'eau, etc. Aujourd'hui, vous avez une vision plus précise de l'état financier de la ville d'Épinal ? Oui, puisqu'on a un début d'exécution du budget 2026, parce qu'on a bien sûr voté un budget. On a effectivement une bonne appréciation aujourd'hui de la masse salariale, des enjeux en termes de personnel. Je pense qu'on maîtrise aujourd'hui à peu près l'essentiel des postes. Après, il y a une grande rigidité dans la fonction publique. Vous savez que le statut de la fonction publique territoriale fait que le personnel a une certaine stabilité. Il est difficile aujourd'hui de faire évoluer les effectifs de manière souple. Mais j'ai une adjointe, Anne-Gaëlle Filbert, qui s'est bien emparée du sujet, qui est à la fois l'adjointe chargée du personnel et l'adjointe chargée des finances, et qui commence à avoir une bonne visibilité sur ce qu'il faut qu'on fasse dans les années à venir pour, encore une fois, pouvoir continuer à développer la ville sans recourir à la fiscalité. On reviendra sur la fiscalité puis sur le personnel tout à l'heure, mais en tout cas, pour l'instant, selon vos termes, c'est un budget imparfait que vous avez dû faire...
Forcément, on a eu 15 jours pour faire le budget. On avait la plupart des coûts en investissement étaient partis. Donc en fait, on a fait que quelque part assumer les marchés qui avaient été passés par nos prédécesseurs. Alors sur des sujets sur lesquels il n'y avait pas de difficulté majeure pour nous. Il n'y avait pas de La basilique, c'est un projet bien évidemment qu'on a validé et qu'on poursuit. La halle des sports, enfin, la halle des sports, ça fait 4 ans qu'on aurait dû la reconstruire. C'est un projet majeur sur le budget 2026. On finit le plan alimentaire territorial. Il y avait la réflexion notamment sur l'école du Champ-Vauvert, qui a fait l'objet de pas mal de réflexions de notre part, parce que là, le coût n'était pas parti en termes de travaux, simplement la maîtrise d'œuvre. Après réflexion, après échange avec les services de l'État, et notamment les services de l'éducation nationale, on a décidé de poursuivre le projet tel qu'il était, en sachant que c'est un projet en plusieurs phases et que, voilà, en tout cas, on valide cette première phase, qui est la reconstruction de la restauration de l'école et de quelques salles de classe à côté de l'école maternelle. Mais on a pris quand même le temps de la réflexion, non pas que cette première phase ne nous satisfaisait pas, mais on avait peur qu'elle ne nous contraigne trop pour les années à venir, et notamment que le plan de financement des autres investissements à réaliser sur le site ne soit pas finançable par la ville. Donc voilà, donc on poursuit en se donnant la possibilité, le cas échéant, dans les années à venir, de ne pas réaliser l'intégralité du projet, qui est quand même un projet aujourd'hui qui est de pratiquement 9 millions d'euros, donc qui est quand même un projet tout à fait significatif par rapport à nos capacités financières. Toujours sur le volet financier, donc Épinal fait partie de la communauté d'agglomération d'Épinal. Vous avez aussi affirmé pendant du coup le conseil municipal du 30 avril dernier que la communauté d'agglomération d'Épinal devait à la ville 2 250 000 euros. Comment on explique cette situation ? Enfin, en tout cas, comment vous l'expliquez-vous ? Alors, déjà, il y a une bonne partie qui a été payée depuis, donc voilà, donc il y avait effectivement un retard de paiement. Moi, j'explique pas, je laisserai la communauté d'agglo expliquer. Il y a effectivement un certain nombre de dépenses qu'on pourrait considérer comme non exigibles, c'est la position de l'agglo, notamment sur des achats de foncier non exigibles parce que les cessions n'ont pas été faites. Je pense notamment au terrain de l'auditorium. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'auditorium va être terminé, de la Louvière, sur un terrain qui est propriété de la ville. C'est-à-dire que la cession n'a jamais été faite. Voilà, donc si on met bout à bout toutes les opérations foncières qui n'ont pas été dénouées pour différentes raisons, la ville n'a pas pu facturer quelque part, en tout cas recevoir le produit, et on est arrivé effectivement à une somme relativement conséquente qui vient de faire l'objet d'un accord écrit avec le président de la communauté d'agglo, qui est quand même à plus de 800 000 euros, donc de cession, enfin de régularisation foncière à effectuer, certaines parce que l'acte n'était pas passé, d'autres parce qu'effectivement les sommes n'avaient pas été budgétées à l'agglo, et puis un certain nombre de dépenses qui restent à éclaircir, enfin de recettes pour nous qui restent à éclaircir. Il y a un dialogue qui s'est instauré avec la communauté d'agglomération d'Épinal. Il y a des finances, enfin il y a des opérations croisées qui méritent d'être éclaircies. Alors bien évidemment, on n'est pas d'accord sur tout avec la communauté d'agglo, chacun défend son beefsteak et c'est bien normal, mais il y a dans les relations ville-agglo, il y a certainement des choses qui méritent d'être reprécisées, retravaillées, reconfigurées. Et donc c'est un travail qui est en cours, notamment sur la mutualisation de certains services, sur les prestations que la ville peut rendre à l'agglo. Donc tout ça, ce travail est en cours, mais c'est vrai que de manière, je dirais, très objective, par rapport à nos objectifs financiers, 2 250 000, c'est à peu près la somme qui nous manquait il y a quelques semaines, lorsqu'on a pris possession du budget de la ville. Donc en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que c'est en train d'être régularisé. Oui, voilà, il y a un dialogue. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va être facile, mais il y a un travail qui est mené, il y a une réflexion. Il y a déjà eu des réunions au niveau des présidents, enfin, au niveau des exécutifs, et puis il y a maintenant des travaux au niveau des services. Eh bien, écoutez, merci pour ces premiers éléments de réponse, monsieur le maire. On se retrouve dans un instant après la page de pub. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h, Benoît Jourdain. Magnum la radio, le podcast de la rédaction. Benoît Jourdain, vous avez indiqué ne pas vouloir remettre en cause les investissements décidés avant votre arrivée. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'était obligatoire ou c'est un choix de la municipalité ? Déjà parce que pour la plupart, je les avais votés en tant que conseiller municipal d'opposition, où je n'allais pas me déjuger. Non, j'avais jugé effectivement que c'était prioritaire l'habitation de la basilique. J'ai même déploré qu'on ait mis autant de temps avant de démarrer les travaux.
Je vous dis la même chose pour la Halle des Sports, qui était pour moi un investissement prioritaire et qui a perdu trop de temps. Ce que j'avais, je dirais, difficilement accepté dans le mandat précédent, mais maintenant c'est terminé, c'était la filature, donc les archives municipales, qui pour moi était un investissement totalement inutile eu égard aux capacités financières de la ville. Bon, maintenant il va falloir faire avec, ça a coûté 4,5 millions, il va falloir l'exploiter, en sachant que c'est un bâtiment qui est désespérément vide, donc... personne n'y va et on a 4 agents à temps plein dans ce bâtiment qui, par ailleurs, commence à présenter de sérieuses faiblesses d'un point de vue structurel. Mais ça, c'est un autre débat qu'on va avoir à gérer dans les mois qui viennent. Ouais, donc sur ces choix-là, également sur le PRU le PRU de Bitola, on avait effectivement aussi soutenu ce projet. Donc voilà, il n'y a pas de raison de le remettre en cause. Après, on a d'autres projets pour ce mandat. Et bien évidemment, on aura l'occasion, quand on aura un petit peu remis d'équerre les finances, on aura l'occasion, j'espère, de pouvoir développer nos propres projets dans les 7 ans, puisqu'il paraît que notre mandat va durer 7 ans, dans les 7 ans à venir. Toujours du côté des finances, c'est un sujet qui intéresse particulièrement les Spinaliennes et les Spinaliens. Vous avez annoncé votre refus d'augmenter les impôts locaux. Dans le contexte budgétaire actuel, est-ce que c'est un engagement qui est tenable sur le temps long ? Écoutez, en tout cas, on va tout faire pour. Alors, je dirais, j'en ai entendu des gens qui ont dit qu'ils augmenteraient pas les impôts, qui nous ont augmenté quand même, notamment à l'aglo. Où on a explosé les impôts en 2025. Le président a fait exploser les impôts alors que j'avais voté contre et je m'étais formellement opposé. En tout cas, nous, c'est une ligne de conduite. Et je dirais, c'est même une ligne de conduite à l'aglo, puisqu'on a je dirais, l'espèce de pacte informel de gouvernance qu'on a acté avec le président actuel de l'aglo, ça fait partie des lignes rouges, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui disent, on parle d'attractivité tout le temps, quand on fait des bâtiments à 15-20 millions d'euros, on dit c'est pour l'attractivité du territoire, mais pour moi la première des attractivités, c'est qu'on ne matraque pas les entreprises. Donc la ville effectivement a su être sobre d'un point de vue fiscal ces dernières années, ce qui n'a pas été le cas de l'aglo. Je rappelle que l'aglo a augmenté 2 fois la contribution foncière des entreprises, puis le foncier bâti. Donc voilà, c'est un engagement qu'on a pris et je vais tout faire pour le tenir. Je pense que vu la trajectoire qu'on a découvert en arrivant, je ne suis pas certain que le maire sortant, s'il souhaitait continuer sur la même trajectoire, aurait été en capacité de maintenir le taux d'imposition qui est celui qu'on connaît à Épinal. En tout cas, nous, cette année, c'est acté et on est en train de préparer un plan pluriannuel pour tenir effectivement cette fiscalité, ce maintien de la fiscalité au ton qu'on connaît depuis 1993. Vous avez également déclaré le soir de votre élection, dans une commune, il n'y a pas 2, 3 ou 4 camps, il n'y a qu'une seule communauté, la nôtre. Concrètement, vous dites là que vous voulez travailler en dialogue avec la communauté d'agglomération, mais également avec les groupes d'opposition, du coup, à la municipalité, de ce qu'on comprend. Oui. Enfin, je pense que j'ai déjà fait un certain nombre de signes d'ouverture. Après, il faut que les groupes de minorité le reçoivent, l'acceptent. C'est pas toujours facile. Je vois qu'aujourd'hui, avec les deux petits groupes, petit, c'est pas péjoratif, mais ceux qui ont que 2 délégués, donc celui du Rassemblement national et la gauche, les relations se passent de manière relativement courtoise. Bon, avec l'autre groupe, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'ils sont tombés de très haut. Voilà, c'était un peu... ils étaient un petit peu chez eux, ils ne s'attendaient pas du tout à perdre cette mairie, et donc il va falloir un petit peu de temps pour redescendre sur terre et concevoir qu'ils vont être dans l'opposition pendant 6 ans. Donc les relations sont peut-être un peu plus tendues, je les vois s'agiter beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais en tout état de cause, j'ai effectivement cette volonté qu'on arrive rapidement à normaliser la situation avec les uns et les autres et à pouvoir travailler ensemble. J'ai déjà fait un certain nombre de gestes d'ouverture, notamment dans les documents qui sont... On va voter au prochain conseil municipal la semaine prochaine un nouveau règlement intérieur. C'est un nouveau règlement intérieur qui ouvre, beaucoup de possibilités aux minorités, notamment sur l'accès aux documents. Moi qui ai vécu 6 ans très difficiles, sous la mandature précédente, les minorités étaient quand même très maltraitées. Là, on va donner accès à tous les documents. Quand les conseils municipaux vont arriver, ils ont autant d'éléments que ceux de la majorité, ceux des minorités. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais dans le dernier bulletin municipal, chacun a droit au même emplacement, au même nombre de caractères sur sa tribune, alors qu'avant, il y a une espèce de calcul savant qui faisait que
Moins on avait d'élus, moins on avait le droit de s'exprimer. Voilà, donc j'ai essayé de rétablir un minimum de démocratie, en tout cas de participation des uns et des autres. J'ai aussi montré dans l'ouverture qu'on a pu faire dans la composition des commissions, dans la composition des représentations extérieures. Là, on va travailler sur l'imagerie de manière informelle. J'ai demandé effectivement à ce que tous les groupes soient associés, ce qui était quelque chose qui n'existait absolument pas dans le précédent mandat. Bon, je dirais, le précédent mandat, non seulement les minorités n'étaient pas associés, mais je crois même que la majorité l'était pas. Il y avait un pouvoir très solitaire, donc je suis dans une logique totalement différente. C'est effectivement de dire, on n'a fait que 40% de 50% d'exprimer. On ne représente pas tout le monde, donc il faut effectivement que chacun puisse participer. Puis il y a des bonnes idées partout et il y a des gens de qualité dans toutes les équipes. Donc on va essayer effectivement de faire travailler tout le monde ensemble, même si c'est encore un peu compliqué au début, on va y arriver. Vous avez également annoncé vouloir être un maire plus accessible pour les Spinaliennes et les Spinaliens. Concrètement, comment ça se traduit dans ces premiers mois de mandat ? Alors pour le moment, je suis quand même un peu débordé par, par les premières semaines, parce que je suis très sollicité, c'est normal quand on arrive. Par ailleurs, j'ai pas encore reconstitué de cabinet, donc c'est-à-dire que j'ai pas d'équipe administrative comme en avait mon prédécesseur. Il avait 5 personnes, moi j'en ai une, donc c'est effectivement un peu compliqué. Mais voilà, j'essaye en tout cas d'être présent sur le terrain au maximum. J'essaye d'être plus proche. Je dirais le fait d'avoir renoncé à la voiture de fonction et au chauffeur. C'est aussi un élément de proximité. Quand on arrive avec un chauffeur à des manifestations, là, on met une certaine distance avec les gens qui peuvent y participer. Donc ça, c'est peut-être symbolique. Enfin, c'est pas que symbolique au niveau de la proximité. C'est aussi financier. Oui. On a quand même économisé un petit peu d'argent. Ça, avec d'autres mesures, on a quand même réussi à montrer l'exemple en matière de sobriété financière. Voilà, donc j'essaye pour le moment dans la mesure où mon emploi du temps me le permet, parce que je vous avoue que j'ai des journées très très longues, et c'est 7 jours sur 7, mais j'essaye en tout cas d'être plus présent sur le terrain. Je me déplace beaucoup à pied. Je pense que c'est important que les gens puissent se voir dans la ville à pied. Et puis ça vous permet de faire un peu votre sport en même temps que... Oui, voilà, j'ai jamais aussi. été très sportif, mais bon, voilà, je marche. Voilà, on va dire comme ça me permet d'éviter de prendre du poids. Au niveau des outils de concertation, on sait que la précédente municipalité, on avait développé pas mal, dont le budget participatif. Justement, est-ce que vous souhaitez le maintenir, ce budget participatif qui constitue un véritable outil de concertation citoyenne ? Son principe est simple, je le rappelle juste pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est. Les Spinaliens donc, sont invités à proposer des projets destinés à améliorer leur cadre de vie. Après une étude de faisabilité menée par les services municipaux, les habitants disposent d'environ 2 mois pour voter en faveur de leurs initiatives préférées. Pour concrétiser les projets retenus, la ville d'Épinal consacre une enveloppe financière dédiée qui s'élevait du coup à 150 000 € l'an dernier. Est-ce que vous comptez le maintenir ? Alors, on est en pleine réflexion sur ce sujet. On ne s'était pas engagé sur ce point pendant la campagne électorale. Bon, il y avait le système fonctionnait, mais il y a un peu d'entre-soi. Enfin, c'était un peu toujours les mêmes qui présentaient des projets. Enfin, il y avait un petit noyau dur qui était, je dirais, dans l'environnement de la participation, de la concertation de la ville. C'était autour des SIC. Enfin, on avait l'impression que c'était toujours un petit peu, je dirais, c'était un petit peu à l'initiative d'un petit noyau assez limité. Donc, on réfléchit à la question. C'est-à-dire que là, pour être tout à fait transparent, les 150 000 € du budget qui a été voté l'année dernière n'ont pas été inscrits cette année. D'accord. Pas parce qu'on est opposé, on respectera, je dirais, le choix des Spinaliens dans ce cadre-là, simplement parce qu'on n'en a pas les capacités budgétaires. Donc on va essayer de faire sur le projet qui était plutôt le projet cyclable, on va essayer effectivement de faire quelques investissements. Sur les 2 autres projets qui étaient le projet d'éclairage des passages protégés, qui est un projet qui nous semble tout à fait pertinent, et je dirais qu'on avait nous aussi comme volonté politique, on l'inscrit dans une réflexion plus large. Donc on le fera, mais pas forcément comme ça, sans préparation, sans que ça soit vu dans un contexte plus global. Et puis le projet du mini-golf, oui, on le fera parce qu'il est prévu. Il était prévu, mais on n'avait pas forcément le mode de gestion qui était préparé. Donc voilà, on le fera, mais certainement sur l'exercice 2027. Alors, sur la pérennisation du système, je vous avoue que on n'a pas encore de position définitive. La commission concernée y travaille. Elle a déjà eu une réunion de travail sur le sujet. On réfléchit peut-être à d'autres modes de participation, mais il n'est pas évident, il n'est pas certain qu'on reconduise en l'état le budget participatif tel qu'il existait depuis quelques années. Mais je ne voudrais pas non plus dire que c'est définitivement non. Là encore, on a besoin d'un peu de temps pour je dirais, prendre les bonnes décisions.
Au niveau de ces modes de participation possibles, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Est-ce que vous savez à peu près Non, ou... non, ça, la commission a seulement commencé Ok. à travailler. Puis honnêtement, je n'ai pas participé à ce travail. C'est aussi une volonté que j'ai, c'est de laisser un peu les gens travailler sans que je sois forcément derrière tout le monde. Donc, je sais quelques idées qui ont été émises sur une journée de participation qui serait organisée à l'échelle de toute la ville. Mais c'est une première idée qui est travaillée actuellement, mais je préfère aujourd'hui ne pas m'engager puisque le travail est en cours. Oui, vous laissez les équipes travailler de leur côté. Les équipes et les élus, c'est pas Oui, que les équipes, parce que les élus aussi. les Voilà, élus bossent, il n'y a pas que la technostructure qui travaille, les élus travaillent aussi. Monsieur le maire, vous avez engagé une vaste réorganisation de l'administration municipale. On en a discuté tout à l'heure au niveau des effectifs. J'ai la volonté de le faire. Je ne vais pas dire que je l'ai fait. Vous avez la J'ai volonté, c'est de ça, le faire. effectivement. On ne peut pas en 3 mois réorganiser la ville. Oui. Vous souhaitez notamment réduire certaines fonctions support, les heures supplémentaires et les astreintes. Pourquoi cette réorganisation toujours au niveau financier ? C'est uniquement une question de finances. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de voter le budget, de dégager suffisamment d'autofinancement pour permettre nos investissements, permettre aussi le remboursement de la dette, parce qu'on a comme une dette relativement conséquente à rembourser. Et tout ça ne peut se faire qu'en faisant des économies de fonctionnement. Et je le redis à nouveau, c'est que le premier poste de dépense, c'est le personnel. Donc il faut qu'on arrive à trouver les leviers qui vont nous permettre de réduire le coût salarial, le coût de la masse salariale dans notre budget de fonctionnement. Donc effectivement, c'est une attention plus poussée à ce qui est financement des heures supplémentaires, des astreintes et une réorganisation de l'organigramme qui va nécessiter forcément de supprimer quelques postes d'agents contractuels. Il y a une réflexion, il y a déjà eu quelques postes qui n'ont pas été renouvelés et il y en aura d'autres dans les années qui viennent. Est-ce qu'on peut toujours... vous pouvez toujours, parce que moi je ne vais rien garantir du tout, mais vous, est-ce que vous pouvez garantir aux Spinaliens que la qualité du service public sera maintenue malgré ces possibles suppression de postes? Écoutez, moi je pense qu'il sera amélioré. Voilà, pour tout vous dire, notre objectif c'est d'améliorer le service. Effectivement, vous avez parlé de fonctions support. Les fonctions support c'est du service public, mais moi je préfère le service public du quotidien, celui que les Spinaliens voient, celui que les gens qui nettoient les rues, les gens qui entretiennent le patrimoine. Pour moi c'est une priorité. Certes, il faut des fonctions support derrière, mais l'objectif, c'est que, comme je disais toujours, j'ai dit ces derniers temps, c'est que on n'a pas forcément augmenté le nombre d'agents. Par contre, on a fait flamber le nombre de cadres A, plus 40%, et on n'a plus personne pour balayer les rues. Je caricature, mais c'était un peu l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, on préfère effectivement un service de proximité. Ce que les Spinaliens ont réclamé, c'est plus de présence policière, de police municipale, plus de gens pour nettoyer sur le terrain, plus d'agents pour prévenir tout ce qui contribue au petit désagrément du quotidien, une police de l'environnement. Voilà, donc vraiment des services de proximité qui sont, je dirais, attendus et plébiscités par les Spinaliens. Oui, tout à l'heure, vous avez employé aussi le terme d'armée mexicaine. C'était vraiment pour parler en réalité de ce nombre de personnes. Du nombre de cadres qui me paraît, je dirais, qui me paraît très nombreux eu égard aux enjeux et aux capacités surtout financières de la commune. Il y a un encadrement qui me semble trop important. On comprend vraiment que la propreté de la ville, c'est vraiment une de vos priorités là actuellement. Je crois qu'on l'a ressenti pendant la campagne électorale. Alors, il y a peut-être. Alors, je reviens sur la proximité, sur le fait de marcher beaucoup en ville et de se promener sans chauffeur. On n'a peut-être pas la même vision des choses que quand on n'est pas sur le terrain. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti pendant la campagne électorale. C'est qu'il y avait un besoin de davantage de présence de nos équipes. Alors, il y a la question effectivement des services de nettoiement et aussi la question de la gestion des déchets ménagers. Ça a été aussi un sujet de campagne un peu polémique, mais je considère que le service qui a été mis en place par le SICOVAD et la ville sur le centre-ville n'est pas pertinent. C'est-à-dire qu'on a multiplié les containers d'apport volontaire avec des fréquences de collecte qui n'étaient pas adaptées, avec, je dirais, des capacités de surveiller l'usage qui en était fait et qui n'étaient pas non plus adaptées. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de containers qui sont tout autour. On va trouver des déchets, on va trouver des fois des encombrants, on va trouver des collectes mal adaptés qui font que les containers débordent. Voilà, donc on avait ce souci effectivement que les Spinaliens retrouvent un centre-ville plus propre et plus agréable.
On sait qu'il y a beaucoup de familles qui vivent à Épinal et on sait qu'à Épinal, les aménagements du temps de l'enfant ou ATE font partie du paysage éducatif depuis plus de 35 ans. Donc en fait, pour expliquer, parce qu'il y a peut-être des familles qui sont sans enfants, chaque semaine, les élèves des écoles publiques consacrent une après-midi, souvent le vendredi, à des activités sportives, culturelles, citoyennes ou environnementales en dehors des salles de classe. Comment vous envisagez leur avenir ? Alors, c'est pas toutes les écoles, hein. Il y a ces écoles qui sont en ATE, elles sont pas toutes en ATE. Alors, c'est un sujet compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a d'abord l'enjeu, je dirais, de la chronobiologie, donc comment les enfants ressentent et comment on met en place, je dirais, une politique favorable au développement de l'enfant et à son apprentissage. Il y a la question des enseignants qui ont ces exigences, la question des parents d'élèves, et puis des agents de la collectivité qui encadrent toutes ces activités. Donc il y a beaucoup d'intérêts contradictoires, il y a des écoles qui ont besoin, des écoles qui en veulent moins, donc il y a tout un travail à refaire. Sur l'ATE, on n'a pas non plus décidé de tout bouleverser, on s'est donné une année, je dirais, d'observation pour voir comment on peut adapter le système. Voilà, donc c'est-à-dire que cette année scolaire qui va démarrer, pour l'essentiel, on va rester sur le dispositif qui existait précédemment et on va voir comment on peut l'améliorer. Peut-être qu'il y a certaines activités périscolaires qui n'étaient pas adaptées, qui n'étaient pas forcément pertinentes. Il y a peut-être des coûts. Notamment, je pense aux coûts de transport, parce qu'il y a beaucoup de transports qui sont générés par l'ATE, qui sont trop élevés eu égard à l'intérêt que ça peut représenter. Voilà. Donc il y a tout ce travail qui est en passe d'être mené. Hein. Il y a un nouvel adjoint à l'éducation qui s'appelle Abdellah Boumaza, qui connaît bien le système et qui a une vision assez pertinente, me semble-t-il, du sujet. Donc le travail est engagé, mais pas de révolution pour la rentrée 2026 et on regardera à partir de 2027. En tout cas, pas de volonté de remettre en cause complètement le dispositif ATE, mais peut-être de l'adapter aux réalités et aux besoins des uns et des autres. Oui, de toute façon, là, ça va être un peu court pour la rentrée prochaine. Comme tout, l'année 2026, oui, voilà. Pour nous, tout va trop vite. Aujourd'hui, prendre des décisions importantes, c'est compliqué. Alors, je vois que dans certaines villes, il y a des maires qui veulent, je dirais, montrer leurs différences et qui prennent des décisions un peu radicales. Voilà, bon, on a pris quelques petites décisions de principe qui coûtent pas trop cher, mais on n'est pas dans la radicalité et dans le rejet de tout ce qui a été fait auparavant. Peut-être qu'il y a une décision par contre qui va être assez importante à prendre dans les prochaines semaines. Il y a un nouvel accident qui s'est produit le week-end dernier au carrefour hollandais situé entre la rue Boulet de la Meurthe et la rue de Nancy. 2 voitures étaient impliquées sans qu'il n'y ait de blessés graves. La circulation a été perturbée le temps de l'intervention des secours. Vous avez réagi sur les réseaux sociaux en déclarant « Il est temps qu'on supprime ce rond-point hollandais ». Pourquoi ce rond-point hollandais pose souci ? Parce que les gens ne comprennent pas comment ça marche. Enfin, là, on vous dit il y a priorité à droite pour les voitures, à gauche pour les vélos. Il y a des traces au sol, des marquages au sol de toutes les couleurs, de tous les trucs. Moi, je ne comprends pas non plus. Donc ça contribue à faire de la confusion, à créer de la confusion dans l'esprit des automobilistes, des piétons, des cyclistes. Donc on veut revenir à des choses simples que les gens comprennent pour éviter justement la dangerosité de gadgets trop compliqués. Ce qu'on avait dit pendant la campagne, on l'avait annoncé pendant la campagne, il y a des choses qui... alors, c'est de l'expérimentation, c'est, je dirais, une volonté d'avoir des sujets un peu novateurs, mais au bout du compte, je ne suis pas sûr qu'on y retrouve un quelconque intérêt. Donc on a ce souci effectivement de remettre en place des choses basiques sur le fonctionnement des carrefours. Alors on a déjà commencé le travail, hein, on n'a pas attendu l'accident du week-end dernier, mais simplement la question c'est de savoir si on vient un système de priorité classique, un rond-point avec des priorités à gauche, on remet des feux, enfin il y a toutes ces questions avec bien sûr les enjeux financiers que ça peut générer. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a cette volonté, oui, de supprimer ce rond-point, comme on a supprimé aussi les feux clignotants de la place Foch, qui perturbaient beaucoup d'automobilistes, en attendant qu'on puisse remettre la 3e voie, ce qu'on n'a pas pu faire tout de suite. Voilà, on veut revenir à des choses simples, classiques, que les gens connaissent. Je ne suis pas sûr que ce rond-point dit hollandais ait beaucoup contribué au développement des mobilités douces. Hein. Encore une fois, c'était l'objectif annoncé, mais il était aussi dangereux. Enfin, il est encore plus dangereux pour les vélos que pour les voitures, donc je ne suis pas sûr qu'il ait atteint l'objectif qu'on lui avait assigné initialement.
Juste la place Foch, et pour préciser, devant la préfecture, Devant la voilà, préfecture, pour ouais. repréciser. Au niveau de ce nouvel aménagement, est-ce qu'il y aurait vraiment la place pour un rond-point ? Je ne suis pas vraiment sûre. Non, il n'y a Ouais. pas la place pour faire un rond-point traditionnel. Alors aussi, on peut faire des mini-ronds-points, comme ça peut être fait à certains endroits. Sur Oui, la deux rue, ronds-points. Quoi, ou la rue Abbé Friesenhauser, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, les services techniques travaillent sur le sujet, on leur a passé commande et une décision sera prise dans les prochaines semaines. Ouais, passer commande pour vraiment les prochaines semaines. Réfléchir, oui, Oui, on hein. leur a passé commande de l'étude. De l'étude, en Voilà, tout cas, oui, mais pour l'instant. Il y a tout pouvoir un prendre une processus à décision, suivre, bien Voilà. sûr. Mais après, ça va dépendre aussi du niveau d'investissement qui est nécessaire pour mettre en œuvre le nouveau carrefour qu'on décidera d'organiser. Toujours au niveau financier, il y a 3 associations qui ont vu leur subvention diminuer cette année. En discussion, bien sûr, vous l'avez dit, on a discuté avec elles, on leur a annoncé. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire lesquelles de ces 3 associations ? Oui, alors c'est les deux centres, les deux MJC, on va dire Léo Lagrange et puis la MJC Savouret, hein, donc qui chapeaute également la Belle Étoile et puis la MJC Saint-Laurent et puis l'association de gestion des centres sociaux. L'objectif, c'était clairement de se dire qu'on avait besoin de trouver quelques dizaines de milliers d'euros pour boucler le budget. On n'a pas voulu toucher au monde associatif. On s'est dit il y a quelques associations qui ont un petit bas de laine, qui pourront supporter une année de baisse de subvention. C'est pas une sanction d'une quelconque manière, ni sur leur action, ni sur leur comportement. Hein. C'est juste de se dire, voilà, on va pas aller solliciter une association qui a déjà du mal à joindre les deux bouts et qui n'a pas de réserve. Voilà, donc c'est sur ce critère-là. On a dit que c'était un one-shot, comme on dit, que l'année prochaine, on reviendrait à de meilleurs sentiments et que même si en cours d'année, il s'avérait que dans l'exécution du budget, des marges de manœuvre se dessinaient, on pourrait peut-être revoir la hausse. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on l'a vu, c'est comme ça qu'on l'a présenté aux associations. Et voilà, et je pense que il fallait à un moment donné trouver des économies. Il y a peut-être d'autres solutions, hein, mais c'est quand on a 15 jours pour réaliser un budget, pour préparer un budget de 60 millions d'euros de fonctionnement, on essaye de trouver les pistes qu'on peut imaginer, celles que nous suggèrent les services, et on a fait ça, plus d'autres décisions, notamment, je rappelle, la baisse des indemnités des élus. Enfin, vous voulez peut-être en parler plus tard. Oui, on en parle juste après. Voilà. Et au niveau du tissu associatif spinalien, est-ce qu'il y a quand même des aides qui ont été maintenues pour certaines associations qui battent un peu de l'aide au niveau de leur budget ? Tout le monde a eu un maintien des subventions. Alors j'ai découvert très récemment, c'est ma faute, j'ai pas fait attention que dans le projet de la précédente municipalité, il y avait une légère baisse des subventions au club sportif, ce que je n'avais pas vu, hein, c'est ma faute. Et donc voilà, mais pour le reste, il y a eu un maintien. Alors quand je dis légère baisse, c'est de l'ordre de 1%, hein, mais effectivement, il y a une baisse qui avait été déjà anticipée par la précédente municipalité. Pour le reste, non, on a le même maintien au tissu associatif. Quand je dis, il y a les subventions, ça c'est la chose la plus visible, mais en fait souvent les associations, elles ont des aides qui vont bien au-delà de la subvention sonnante et trébuchante, parce qu'elles ont la mise à disposition de locaux, elles ont la mise à disposition de personnel. Et souvent, ça pèse plus lourd. On parlait tout à l'heure des MJC. Les MJC, la subvention sur laquelle on a décidé de réduire la participation de la ville, c'est une toute petite partie de ce que la ville met à disposition, parce qu'il y a les locaux, il y a le personnel, il y a l'entretien, il y a d'autres subventions annexes qui, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu complexe, mais voilà, on a je dirais, diminué que une toute petite partie en fait du soutien au monde associatif, qui reste fort à Épinal, qui reste, je dirais, structurant pour pas mal d'activités, que ce soit dans le domaine sanitaire et social, dans le domaine des solidarités, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. On reste sur un fort engagement de la collectivité aux côtés des structures associatives. Oui, on comprend en fait que vous voulez quand même maintenir votre soutien au monde associatif. Vous comprenez qu'il est quand même très important à Épinal, parce que dans tous les cas, je ne vais pas vous apprendre qu'il est effectivement un peu une pieuvre au niveau d'Épinal. Voilà, c'est effectivement... Oui, non, mais on est conscient aujourd'hui que tout ce que ces associations réalisent en termes de cohésion sociale. Après, il faut être idiot pour dire c'est immuable et jamais les règles d'attribution ne changeront. Il y a de nouvelles associations qui arrivent, il y en a qui disparaissent, il y a des missions qui deviennent moins importantes. Enfin là, donc il y aura forcément des décisions qui viennent des réflexions. Notamment, il y a une réflexion aujourd'hui qui est menée par la commission des sports sur des critères plus objectifs de versement des subventions. Donc les choses peuvent évoluer, mais en tout cas,
Sur le volume global de l'argent qui est apporté au monde associatif, on reste sur les purs des années précédentes et on n'a pas la volonté d'aller au-delà en termes de réduction que les 3 associations que vous avez pu citer et pour lesquelles on espère bien pouvoir revenir au même niveau que les années précédentes très rapidement. Merci pour cet échange, Benoît Jourdain. On se retrouve dans un instant après la page de pub. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h, monsieur le maire. Même personne. Magnum la radio, le podcast de la rédaction. Benoît Jourdain, on en a beaucoup parlé de ces indemnités des élus. Vous avez également décidé de les réduire. Quel message vous souhaitez envoyer aux habitants d'Épinal à travers cette décision ? Alors, c'est pas tant aux habitants d'Épinal qu'aux équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit voilà, il faut faire des économies partout, donc il faut qu'on montre l'exemple. Donc, effectivement, on a fait ce choix, qui n'a pas été compliqué à faire. C'est-à-dire que je l'ai proposé à mes adjoints, à mes conseillers délégués qui l'ont tout de suite accepté. C'est effectivement de réduire les indemnités de 10%. Globalement, alors, entre les indemnités qui ont été réduites et le nombre de conseillers indemnisés qui a été réduit également, on a fait une économie de 10%, on va dire que c'est un peu plus de 60 000 euros d'économie. Bon, ça reste peu à l'échelle d'un budget de 60 millions d'euros de fonctionnement, mais c'est quand même un symbole, un signal fort. Vous ajoutez à ça suppression du véhicule de fonction, du poste de chauffeur, etc. Voilà, on a fait... le premier geste, c'était d'économiser 120 000 euros à peu près, quand on rajoute ces 2 points. Je pense que c'était important de montrer le signal. La ville d'Épinal a besoin de restructurer son budget, de trouver des économies de fonctionnement et les élus montrent l'exemple. Justement, quand on vient à Épinal, on peut se garer un peu partout parce qu'on a beaucoup de parkings. Mais la concession du stationnement avec Q-Park, donc par exemple le parking Saint-Michel, c'est avec Q-Park, arrive à échéance en 2027. Est-ce que la reprise en régie municipale est une option sérieusement envisagée ? Alors déjà, tous les parkings sont gérés par Q-Park, et ainsi que, à part celui qui est derrière la gare, qui est géré par un prestataire pour la SNCF, tous les parkings sont gérés par Q-Park, de même que le parking de surface. Moi, j'ai réfléchi à la question, donc c'est une décision qu'il va falloir prendre dans les mois qui viennent. Effectivement, la concession s'arrête dans quelques mois, enfin la fin de l'année prochaine. En fait, quand on délègue une compétence, une collectivité, il y a 2 motifs essentiels. Le premier, c'est que ça demande une technicité telle qu'on n'arrive pas à trouver les moyens dans la collectivité, notamment dans la fonction publique territoriale. 2, parce qu'il y a des investissements qui sont difficilement supportables par la collectivité. Technicité du stationnement, honnêtement, c'est pas un métier compliqué, on peut l'exercer sans difficulté. Donc la reprise en régie peut s'envisager. Après, si on n'investit pas dans un nouvel outil de stationnement, dans un nouveau parc en ouvrage, on n'a pas de besoin. Moi, je suis plutôt aujourd'hui dans une logique de dire qu'on a besoin de davantage de parking, peut-être de manière un petit peu aussi de communication, en disant voilà, Épinal, c'est une ville où on peut stationner et on stationnera encore plus facilement dans quelques années. Et j'aimerais bien que le projet qui était le projet de la municipalité précédente, qui a été abandonné en fin de mandat, c'est-à-dire celui d'une extension du parking Saint-Michel, que ce projet soit mené à bien. Donc ça voudrait dire quand même décaisser quelques millions d'euros. Les finances de la commune ne le permettent pas, donc je pense qu'on pourrait effectivement dans cette perspective imaginer une nouvelle concession, donc ça veut dire nouvelle délégation, mise en concurrence, etc. Il y a d'autres candidats potentiels que Q-Park, mais en tout cas c'est dans cette direction que je pense que je souhaite aller. Après, je ne serai pas tout seul à décider, et puis il y aura de toute façon une phase de consultation avec les commerçants, avec les gens qui habitent au centre-ville. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Le stationnement, c'est un vrai sujet, des fois un peu clivant, des fois trop clivant, parce que quand on lit des gens qui disent on vient plus au centre-ville, on peut pas se garer, je pense que c'est un peu exagéré, mais je pense en tout cas qu'il faut qu'on passe des messages et qu'on leur explique que le stationnement aujourd'hui va être plus facile et qu'on va trouver les bonnes solutions avec la nouvelle concession qui vont leur permettre de se réapproprier le centre-ville, parce que c'est quand même une priorité pour nous, c'est effectivement d'essayer de redynamiser un centre-ville qui est en perte de vitesse, comme tous les centres-villes. Je pense que Épinal c'est pas pire qu'ailleurs, mais il y a un vrai souci par rapport à cet accès au centre-ville. Donc la volonté de reprendre en régie municipale, pas vraiment. En fin de compte, pour l'instant, vous penchez pas pour. Aujourd'hui, s'il fallait que je prenne une position, ça serait plutôt la reprise par un délégataire. Dans le cadre d'une mise en concurrence. C'est plutôt vers ce quoi je souhaite qu'on aille. Il y aurait une volonté de demander à garder les tarifs actuels, ou vous feriez en fonction... Vous savez, une nouvelle délégation, on met tout à plat. Voilà. On met tout à plat, Okay. Le principe de l'heure gratuite.
je pense que c'est une bonne mesure. Simplement, aujourd'hui, elle coûte cher à la collectivité. Est-ce qu'on ne peut pas la faire évoluer? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des plages de gratuité pas réduire de l'heure quotidienne qu'on a aujourd'hui pour faire passer peut-être à 2-3 heures par semaine, mais qu'on ait la capacité de les cumuler sur une seule journée. Enfin, il y a plein de choses à faire, ou du stationnement gratuit à partir de 15h le vendredi après-midi ou le samedi après-midi. Il y a plein de solutions. Donc là encore, ça va dépendre de la concertation qu'on va mener, et ça sera, si on passe en délégation, ça sera effectivement une discussion qu'il y aura avec le délégataire sur les tarifs, sur le principe de gratuité, sur les nouveaux parkings, sur l'extension éventuelle de la voirie. Enfin, tout ça est à imaginer. Avec comme une idée, c'est que si on crée de nouvelles places en ouvrage, ça peut aussi justifier que demain, on en supprime si on se lançait dans des opérations de piétonisation temporaire ou non, mais il y a peut-être il faut que la ville évolue. Je ne suis pas opposé à la piétonisation, même si je trouve que celle de la place Bassot n'est pas réussie. Donc il y a peut-être effectivement des réflexions à avoir dans les années à venir. Et de toute façon, il faut que le centre-ville évolue, et il ne faut pas qu'il reste figé là où il est aujourd'hui. Il y a certainement de nouvelles décisions à prendre dans les années à venir. Juste en quelques mots, vraiment en quelques secondes, pourquoi ça coûte cher à la municipalité, l'heure gratuite? Parce que dans le contrat qui est signé avec Q-Park, toute heure gratuite est indemnisée par la ville. D'accord. Donc c'est le budget de la ville qui contribue à rembourser l'heure que l'usager ne paye pas. Eh bien, monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'être venu dans nos studios.